mois d'évaluation pour être sûr qu'on est au bon dosage et que le traitement est bien toléré. Parce que un des inconvénients des traitements oraux, c'est qu'on a moins de certitude que la dose que l'on va donner va être exactement la dose qui va se retrouver dans l'organisme de la patiente. D'abord parce que nous sommes tous différents, il peut y avoir des personnes grandes, des personnes de poids fort, des personnes de poids faible, des personnes de petite taille. Il y a aussi des paramètres qui sont indépendants de ces paramètres-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc on part sur un dosage probabiliste qui est un petit peu le même pour tout le monde et on peut être amené à adapter secondairement. Donc il y a 2 à 3 mois d'adaptation, contrairement aux perfusions où globalement le dosage est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à déterminer. Donc généralement on a 2-3 mois et puis après on espace les consultations et c'est vrai que le gros avantage de ces traitements-là, c'est que quand on a atteint un point d'équilibre, on peut espacer les consultations, il est possible de voyager en connaissance de cause et avec les précautions actuelles, et puis de simplement revenir nous voir tous les 3-4 mois, mais parfois un peu plus. On a beaucoup de patients qui vivent à l'étranger ou outre-mer, qui une fois atteint la phase d'équilibre repartent. Donc ça c'est un des gros avantages. Il faut évidemment connaître les précautions parce que traitement oral ne veut pas dire absence d'effets indésirables. Ça nous arrive même parfois que lorsque le traitement existe sous forme orale ou sous forme intraveineuse, certains patients préfèrent finalement le traitement intraveineux, soit pour des raisons de tolérance, soit parce que les gens préfèrent venir à la clinique et puis laisser le traitement entre guillemets et la maladie à la clinique et puis pas avoir de traitement à la maison, parce que ça suppose quand même de prendre des traitements quotidiennement. Et puis, quand même, globalement, il y a beaucoup de satisfaction avec ces traitements-là qui donnent souvent quand même plus de liberté. L'autre cadre possible est celui qu'on appelle, nous, communément un petit peu tous, le traitement d'entretien après une chimiothérapie intraveineuse. Ça peut arriver qu'on veuille, pour des raisons techniques, faire une chimiothérapie pendant 2, 3 mois, 4 mois, pour avoir une efficacité sur la maladie, pouvoir être sûr qu'on est dans de bonnes conditions, et puis ensuite donner un traitement d'entretien par comprimé qui permette d'espacer un petit peu les consultations et souvent un petit peu les contraintes. Donc ce sont un petit peu les différentes possibilités qu'on a. Donc oui, effectivement, il y a quand même des effets indésirables qui sont possibles, ils sont à connaître. Il peut y avoir des nausées chez certaines personnes. La chute des cheveux n'est pas forcément exclue de la toxicité de ces traitements-là, donc ça peut arriver. Et puis après, il peut y avoir des effets indésirables spécifiques, comme pour certains, le diabète, la diarrhée, des choses comme ça. Donc il faut bien être vigilant et savoir réagir aux effets indésirables qui sont éventuellement associés. Voilà un petit peu pour les généralités concernant ces traitements. Peut-être que vous avez des questions en ligne ou ici dans l'audience directement. Peut-être tu vas ajouter quelques points. Non, je crois qu'il faut... Ça fait maintenant 15 ans qu'on assiste à un développement assez important de ce qu'on appelle les thérapeutiques orales, dont l'avantage formel, dans son nom, c'est de prendre sous forme de comprimé, par rapport aux perfusions classiques traditionnelles et très souvent associées, du moins dans l'esprit, à des toxicités épouvantables comme la chute des cheveux, les nausées, les vomissements. Je crois qu'Anatole a bien précisé que ces thérapies sont effectivement orales, ce qui offre certaines libertés effectivement aux patientes et patients qui les prennent, ne plus avoir besoin d'aller à l'hôpital de jour, ne plus avoir besoin, entre guillemets, de vivre l'univers carcéral hospitalier toutes les 3 semaines, mais pour autant, ça n'est certainement pas des thérapeutiques anodines. Il ne faut pas confondre oral et bonne tolérance, puisqu'on est amené à gérer vraiment des effets secondaires survenant chez vous, de manière tout à fait spécifique avec ces traitements, et parfois chroniques, répétées, qui peuvent, en termes de qualité de vie, ne pas être si simples que ça. C'est vrai qu'une perfusion avec une chute de cheveux, des nausées et vomissements, c'est extrêmement difficile à vivre.
Pour autant, des thérapeutiques orales qui, tous les jours, vous obligent à aller à la selle 4 ou 6 fois par jour, qui vous donnent parfois des éruptions cutanées, qui vous donnent parfois, y compris parfois des chutes de cheveux, c'est pas forcément le choix le plus approprié. Donc ce sont des options thérapeutiques intéressantes, mais qui restent absolues. Parce qu'en termes de qualité de vie, c'est pas aussi simple que ça. Et ce que tu as dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces thérapeutiques sont utilisées dès que le cancer du sein est hormonodépendant, c'est-à-dire qu'on associe à un traitement anti-hormones ces thérapeutiques ciblées, il y en a plusieurs, les inhibiteurs de cycline dont on a parlé, mais il y en a d'autres aussi, de manière à potentialiser ce traitement hormonal. Mais je vous rappelle que le traitement hormonal, c'est la première thérapeutique orale du cancer du sein. Ça fait plus de 50 ans qu'on l'utilise avec le fameux tamoxifène, le Nolvadex pour son nom commercial, et donc c'est quelque chose qui vient dans la suite des événements. C'est vrai qu'on l'utilise essentiellement parce que ces thérapies sont nouvelles, en phase avancée, c'est-à-dire en phase malheureusement de rechute ou de métastase, mais que ces médicaments arrivent maintenant en phase précoce, c'est-à-dire en prévention de la rechute. Il y a eu en septembre, c'est tout récent, il y a à peine 15 jours, la présentation d'un résultat extrêmement important chez les femmes à très haut risque de rechute, chez lesquelles donc, la tumeur avait été enlevée, mais il y avait une tumeur qui faisait soit plus de 5 cm, soit il y avait beaucoup de ganglions atteints. Et bien, au traitement standard, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, on a rajouté pendant 2 ans ce type de thérapeutique orale, et on a pu avoir des résultats extrêmement préliminaires, mais très encourageants, montrant une réduction assez importante du risque de rechute. Donc il est probable que ces traitements vont arriver même en phase précoce, c'est-à-dire en phase de prévention des rechutes pour des femmes dont on considère que la maladie était à risque. Pas pour tout le monde, bien entendu. Et ça, c'est important. Donc c'était ce petit commentaire que je voulais faire, parce que très souvent, on demande, mais vous n'avez pas des comprimés à la place des perfusions? Oui, on en a. Elle ne remplace pas la chimiothérapie, elle la complète, voire parfois elle s'y substitue. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, de la thalassothérapie. Je le dis souvent, c'est quand même des médicaments anti-cancéreux et qui ont tout un cortège d'effets secondaires qu'il faut savoir gérer, tant chez le patient que chez le médecin, parce que franchement, des médicaments qui provoquent le diabète, on n'est pas, nous, forcément éduqués à bien gérer ça, c'est les endocrinologues et les diabétologues, et pourtant parfois, il va falloir y faire appel. Il va falloir faire appel aux dermatologues pour gérer les toxicités cutanées, les effets secondaires cutanés. Bref, on retrouve donc le côté pluridisciplinaire de la cancérologie et de l'oncologie qui nécessite un travail d'équipe. Mais quoi qu'il en soit, ces traitements font partie de l'arsenal d'aujourd'hui et vont probablement encore enfler dans les arsenals thérapeutiques de demain. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. Je ne sais pas si parmi vous avez déjà reçu des traitements oraux, hors hormonothérapie traditionnelle, bien sûr. Mais ces thérapeutiques modernes, ciblées, comme tu le dis, n'ont pas d'avenir, parce qu'il n'y a pas de convergence absolue sur ce que sera l'avenir des traitements anticancéreux, mais en tout cas font partie d'ores et déjà des traitements classiques et référentiels. Et ça sera surtout l'association de ces thérapeutiques qui permettra d'améliorer encore tout ce qui est pronostic. Si vous avez des questions sur ces thérapeutiques orales, elles sont très onéreuses. Il y a vraiment aussi un côté de toxicité économique, vous savez ça, les Américains nous apprennent cette noble langue qui est parfois intéressante, en tout cas en l'occurrence elle est là. Ils parlent de toxicité économique parce qu'effectivement ce sont des traitements extrêmement onéreux, beaucoup plus chers que la chimio ou autre chose, et qui donc nécessitent des financements, et il faut prendre en compte ce type de charges financières aussi. Pourquoi est-ce que on dirait que c'est le diabète, par quel mécanisme? Ça détruit le pancréas Non, il y a un médicament en particulier, enfin une classe de médicaments qui sont les inhibiteurs de PI3 kinase, ça c'est le détail technique, qui en fait, si vous voulez, revient à bloquer l'action de l'insuline. C'est pas une destruction du pancréas, c'est qu'en fait l'insuline n'arrive plus à avoir son effet qu'elle a d'habitude pour réguler le taux de sucre dans le sang. Donc c'est réversible à l'arrêt du traitement. Mais ça peut être sévère, en particulier bien sûr chez les personnes qui sont déjà diabétiques. Donc, alors on nous demande souvent si ces nouveaux traitements sont de la chimiothérapie. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par chimiothérapie. C'est vrai qu'il y a une exception commune partagée entre vous et nous qui est que la chimiothérapie fait référence aux médicaments qu'on donne par perfusion intraveineuse
et qui font partie des traitements qui font généralement tomber les cheveux, qui donnent des nausées, qui font baisser les globules dans le sang. Après, stricto sensu, ces médicaments oraux sont chimiques, ont pour objet d'empêcher les cellules cancéreuses de se diviser, et ont certaines toxicités communes avec les chimiothérapies dans l'acception habituelle. On est un peu à la frontière. Je dirais qu'on est un peu à la frontière. Après, l'idée, c'est surtout de détailler ce qu'il y a derrière comme effet bénéfique ou comme effet indésirable, et puis d'avancer à partir de là. Mais je dirais que c'est un peu à la frontière. Il y a des vraies chimiothérapies orales. Oui, aussi. Il y a aussi des comprimés de chimiothérapie, en dehors des thérapies ciblées dont on vous parle là, qui sont peu utilisées en phase précoce du cancer du sein, mais qui peuvent l'être beaucoup plus en phase de rechute, en phase avancée. Donc la chimiothérapie orale existe aussi, à différencier de ceux dont parle Anatole, que sont les thérapeutiques ciblées, en tout cas on les appelle comme ça. Parce que théoriquement, elles ont un mécanisme d'action censé agir sur une cible, entre guillemets, spécifique du mécanisme de croissance de la cellule cancéreuse, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Idéalement, il faudrait que la cible soit présente, que cette cible soit nécessaire pour l'action du médicament et qu'on puisse nous la reconnaître facilement. Il n'y aura pas donné ce médicament à des femmes dont la tumeur n'est pas sensible. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aussi, et tu l'as dit déjà, vers la personnalisation des traitements en fonction du type de cellule tumorale. Et on essaye d'avoir comme ça des profils, des cartes d'identité de la tumeur qui nous permettent de savoir quels sont justement ces points de faiblesse, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, de manière à pouvoir agir spécifiquement sur cela, en sachant que celle de la dame d'à côté n'est pas forcément la même que celle de la dame encore d'à côté. Alors ça paraît simple comme ça, mais ce n'est pas encore du tout en routine. Il y a quelques marqueurs qui nous permettent de définir nos traitements, mais ils ne sont pas aussi développés qu'on le souhaiterait. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer d'avoir le maximum de toxicité pour les cellules cancéreuses et le minimum pour les patientes et les patients. Donc on essaye d'augmenter ce différentiel le plus possible, tout en gardant bien sûr un objectif d'efficacité. Et puis on y arrive quand même petit à petit. Mais c'est jamais du 100%, et il faut quand même bien dire les choses, c'est que parfois, certaines chimiothérapies orales sont mieux tolérées que les nouvelles thérapies ciblées qui viennent de sortir. Donc il faut quand même rester modeste sur ce concept qui est réel, qui existe, mais il faut bien reconnaître que parfois les chimiothérapies orales sont parfois moins tolérées que les nouvelles thérapies ciblées. Donc c'est un petit peu du cas par cas, et on essaie de trouver le meilleur traitement d'un point de vue de l'efficacité et de la tolérance, et qui permettent d'avoir la vie la plus normale possible avec le traitement et avec le maladie. Et quoi qu'il en soit, c'est des options supplémentaires qui s'ajoutent à notre, je dirais, panel de traitements. Et c'est ça qui constitue les progrès aujourd'hui observés. C'est-à-dire qu'on a des traitements supplémentaires, vous savez. Clairement, je ne parle pas de la phase précoce où là il faut améliorer encore l'efficacité des traitements préventifs, des rechutes, bien entendu. Idéalement, c'est d'éviter la rechute, plutôt que de la traiter quand elle est là. Et tout ça, c'est toujours un peu en retard, en différé par rapport au progrès qu'on enregistre déjà quand il y a des rechutes. Et aujourd'hui, clairement, on vit plus longtemps, beaucoup mieux, avec ces traitements dans les formes dépendantes des hormones, j'entends. On l'a montré, on l'a démontré, grâce à ces implantations comme ça, implémentation de traitements séquentiels, successifs, qui nous offrent encore une fois de larges options, au prix, c'est vrai, de traitements longs, très longs, mais la plupart du temps quand même compatibles avec ce qu'on espère, nous, une qualité de vie acceptable, qui rejoint, j'espère, la normale. Des questions, donc je passe à... Quelle serait la durée d'administration pour booster l'hormonothérapie? Alors aujourd'hui, quand elle est utilisée, cette combinaison, elle est utilisée en phase avancée, comme le disait le docteur Antoine, c'est-à-dire généralement en présence de métastases. La réponse c'est, tant que le traitement marche, on n'arrête pas. Et il dure d'autant plus longtemps qu'il y a la présence de ce potentialisateur, ou booster, comme diraient les anglo-saxons, puisque c'est un des effets bénéfiques de ce traitement, c'est que l'hormonothérapie va pouvoir avoir une efficacité plus longue et plus prolongée. En moyenne, c'est 2 ans et demi.
J'ai une question sur Instagram. Oui. D'une personne qui demande s'il est recommandé de prendre Zoladex sur du long terme lorsque le cancer n'a pas été métastasé mais touche à 30 km. Alors, c'est une autre question. C'est quel est l'intérêt d'arrêter l'activité hormonale d'une femme jeune après le cancer du sein, donc visiblement précoce. On a dû lui enlever sa tumeur, on a peut-être fait une chimiothérapie, des rayons peut-être, et sa tumeur est dépendante des hormones, donc on va proposer 5 ans d'hormonothérapie. C'est aujourd'hui le standard. L'hormonothérapie chez les femmes jeunes, c'est le tamoxifène. Mais un certain nombre d'équipes proposent en plus de mettre les ovaires au repos. Le Zoladex dont elle parle, c'est un analogue de la LHRH qui met les ovaires au repos. C'est une sorte de ménopause, quand même, induite par le traitement pour une durée de 5 ans. Dans certaines situations, cette suppression ovarienne, comme on dit, cette castration, si on veut être brutal, réversible, peut effectivement être justifiée dans des formes graves de cancer du sein de la femme jeune, mais dépendant des hormones. Oui, c'est tout à fait acceptable, justifié et légitime, mais pas pour toutes, dans des situations bien précises. Je vais peut-être passer aux anticorps conjugués. Juste un mot pour faire la transition. Donc là, on va vous parler de nouvelles thérapies ciblées. Les anticorps, en tant que traitement, on en dispose déjà de beaucoup. Là, la nouveauté, c'est que c'est combiné avec une molécule de chimiothérapie. Il faut bien que vous ayez en tête que les anticorps qu'on fabrique en tant que médicaments sont des protéines. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a pas de forme qui puisse exister par voie orale. En fait, les protéines sont digérées comme quand vous mangez des protéines. Donc le médicament est détruit et il ne passe pas dans le sang. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui se donnent essentiellement pour l'immense majorité d'entre eux par voie intraveineuse ou pour certains par voie sous-cutanée, mais c'est relativement rare et ce n'est pas l'usage le plus fréquent. Donc le docteur Antoine va vous aborder ce. Non, c'était parce que nous avions que quelques minutes avec vous, c'était pour vous dire que c'est vrai que les thérapies orales sont en cours de développement, en cours d'évaluation, qu'elles appartiennent aujourd'hui à notre arsenal thérapeutique, mais en parallèle, il y a aussi des traitements intraveineux de plus en plus, entre guillemets, potentiellement applicables dans les mois ou années qui viennent. Alors c'est pas de la chimiothérapie traditionnelle, c'est fini, hein, il n'y a plus de développement de chimiothérapie traditionnelle en cancérologie. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est pas la priorité de la recherche actuellement. Mais ce sont des anticorps dont on vient de parler, c'est-à-dire des molécules, des grosses protéines, hein, des molécules dont l'objectif est de, entre guillemets, se fixer sur un antigène, donc la marque extérieure d'une cellule tumorale, à condition qu'on puisse le définir. Et une fois que cet anticorps est fixé sur l'antigène, il va pouvoir libérer ce qu'il contient. Donc en fait, on se sert de l'anticorps comme un vecteur, comme un transporteur, de manière à ce que la chimiothérapie, puisque ces anticorps conjugués sont conjugués à quoi? Ils sont conjugués à des petites molécules de chimiothérapie, mais qui va théoriquement pouvoir n'être délivré que sur la cellule qui reconnaît l'anticorps, c'est-à-dire, si possible, uniquement sur les cellules tumorales. C'est quand même notre Graal. C'est-à-dire, c'est délivrer un produit toxique pour la cellule tumorale en épargnant les tissus sains. Donc les anticorps conjugués répondent un peu, mais pas complètement, vous allez voir, à cet objectif majeur, pouvoir empoisonner la cellule tumorale sans empoisonner la cellule saine qui est juste à côté. Donc l'anticorps conjugué, c'est quoi? C'est donc une molécule qui contient en fait 3 grandes parties. L'anticorps dirigé vers un antigène spécifique de la cellule tumorale, de manière à ce qu'elle soit reconnue. Ce qu'on appelle un linker en anglais, c'est-à-dire un espèce de transporteur. Et puis la petite molécule de chimiothérapie qui peut être de différentes sortes. Et je répète, le principe, c'est qu'une fois que l'anticorps a reconnu l'antigène, il s'y fixe et il libère localement sur et à l'intérieur de la cellule tumorale la molécule de chimiothérapie. Donc c'est censé permettre d'avoir une action très ciblée sur la cellule tumorale. Alors c'est pas du rêve, hein, on en connaît déjà, hein, des anticorps conjugués qu'on utilise déjà dans des formes très particulières de cancer du sein qu'on appelle le cancer du sein avec surexpression de la protéine HER2. Hein. Donc c'est un cancer très très particulier, assez agressif d'ailleurs, enfin qu'il l'était, puisque désormais on arrive à beaucoup mieux les guérir. Et puis on voit apparaître toute une série de nouveaux anticorps conjugués, toujours pour ces cancers du sein HER2, mais aussi désormais
pour des cancers triple négatifs, donc vous avez peut-être entendu parler déjà, qui sont des cancers qui ne dépendent pas des hormones, qui n'ont pas cette protéine R2, et qui se caractérisent d'une part par souvent un âge relativement jeune, et d'autre part et surtout par une agressivité marquée. Et il y a aujourd'hui, et on va y avoir accès très bientôt, des résultats encourageants, à défaut d'être révolutionnaires, dans ces formes un petit peu réfractaires au traitement conventionnel. C'est le même principe, on a trouvé un antigène quasi ubiquitaire sur ces cellules tumorales et on va délivrer sur ces cellules donc, cet anticorps conjugué. Ça existe pour les, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les cellules qui expriment la protéine R2. Et désormais, on est même dans un concept où on peut élargir ces anticorps conjugués à environ, pour reconnaître, 50% des cancers du sein, entre guillemets, hormonodépendants. Tous les cancers du sein qui surexpriment R2, donc on arriverait quand même à 60% des cancers du sein en général, et un certain nombre de cancers du sein dits triple négatifs. Donc globalement, on est dans un développement extrêmement important de ces traitements, et ça se passe comment? C'est une perfusion toutes les 3 semaines de tous les perfuseurs en hôpital de jour, avec théoriquement, vous l'avez compris, moins d'effets secondaires, puisque théoriquement, la molécule de chimiothérapie n'est délivrée que sur la cellule tumorale. C'est la théorie. En pratique, il y a quand même un petit peu de passage dans les tissus, donc il y a quand même aussi une certaine toxicité sur les cellules saines, mais beaucoup moins importante que celle qu'on voit avec des chimiothérapies dites traditionnelles, même s'il y a des choses un petit peu particulières, comme des réactions d'hypersensibilité, des allergies, des pneumopathies interstitielles. Donc encore une fois, attention, restons prudents, ce n'est pas le traitement parfait qui est toujours efficace. Apporter, non pas un espoir, je n'ai pas la notion d'espoir, mais encore une fois une option supplémentaire. Plus vraiment grand-chose à proposer. Donc c'est en cours de développement uniquement dans les formes de rechute, comme toujours, avant que ça arrive un peu plus précocement. Et les premiers résultats sont importants, et je vous dis, c'est vraiment l'actualité, puisque l'un de ces médicaments est disponible depuis le 30 septembre, tout récent, sous la forme d'une autorisation temporaire d'utilisation, et qui va nous permettre, je le répète, d'avancer encore dans ces formes avancées. Attention, ce n'est pas d'immunothérapie dans le sens où on l'entend. Ce n'est pas une stimulation des défenses immunitaires. On parle d'anticorps, donc les gens pensent immunothérapie, pas du tout. On ne stimule pas les défenses immunitaires, c'est vraiment un anticorps dont le but est de vectoriser la chimiothérapie sur la cellule tumorale. Ce n'est pas de l'immunothérapie, dans le sens où on ne stimule pas les défenses immunitaires du corps pour aller détruire la cellule tumorale. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? L'immunothérapie en matière de cancer du sein, on a quelques déceptions, vous l'avez compris peut-être, vous l'avez peut-être lu et relu, on pensait que ça pouvait être assez efficace dans les tumeurs triple négatives. On a quelques déceptions, les résultats sont moins intéressants que ce qu'on espérait, donc on n'est pas encore dans l'ère de l'immunothérapie en matière de cancer du sein. Il faut vraiment mettre ça un peu de côté. Des commentaires, Nathan, ou pas ? Non, je crois qu'en résumé, effectivement, notre panel de traitements disponibles s'étoffe de jour en jour, de mois en mois, et ça nous permet aussi, si jamais un traitement n'est pas bien toléré, d'avoir un recours supplémentaire. Et comme nous sommes tous et toutes différents, les profils de tolérance sont très différents pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça nous permet de pouvoir rebondir et d'adapter au mieux les choses pour faire en sorte que, encore une fois, les patientes et les patients puissent avoir la vie la plus normale possible avec la maladie et avec le traitement. C'est ça le message essentiel. Oui. Pourquoi vous dites que vous n'aimez pas la notion d'espoir? Parce que très souvent elle est dévoyée. Je viens de vous parler d'immunothérapie. Si vous avez la lucidité de retrouver les communications qui ont été faites il y a à peu près 1 an et demi, sur toutes les radios, sur toutes les chaînes d'infos, sur toute la presse féminine, sur, ça y est, résultat exceptionnel avec l'immunothérapie dans le cancer du sein. Donc il y a ce que j'ai fait, j'aime l'espoir. L'espoir, on dit fait vivre, c'est pas pour rien. Mais pour autant, dévoyer l'espoir en fausses promesses, c'est pas excellent. Or, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'immédiateté. Tout résultat doit être communiqué immédiatement, sans recul, sans ce que la science impose, c'est-à-dire la reproductibilité des résultats. C'est pas parce qu'un jour on obtient quelque chose que ça va être reproductible. Si ce n'est pas reproductible, c'est que c'est le fait du hasard. Et donc ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec l'immunothérapie dans le cancer du sein triple négatif, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a pu entendre, mais en permanence. Voilà, ça y est,
Aujourd'hui, justement, avec un peu de recul, 1 an et demi supplémentaire, avec d'autres études, on revoit un peu nos ambitions à la baisse, et je pense que c'est une belle leçon d'humilité. Et c'est pour ça qu'en dehors d'une exigence légitime de résultats, l'immédiateté des résultats doit être très, 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 très modérée. On est en médecine, à la période suprême d'ailleurs, Covid venant, je pense que les résultats doivent être analysés avec un peu de recul, un petit peu de, je dirais, de lucidité, et ne pas se précipiter sur tout ça. Donc c'était pour cet esprit-là, j'ai dit que je n'aime pas en tout cas les faux espoirs ou les marchands d'espoir, comme vous voulez. D'accord? Parce qu'il y a les deux. Juste un tout petit commentaire, c'est que l'immunothérapie a révolutionné le traitement du mélanome et du cancer du poumon en particulier. Ça, c'est une révolution avérée. Et je pense que l'espoir de l'immunothérapie dans le traitement du cancer du sein était aussi nourri par ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne reproduit pas les résultats que nous avons eus dans le traitement des deux maladies précitées notamment. Donc on a bien sûr d'autres armes thérapeutiques comme on vous le disait, on continue, et peut-être que certaines formes d'immunothérapie finiront par fonctionner dans le traitement du cancer du sein, en particulier comme D'autres questions? Est-ce que c'est un traitement cher aussi? Tous les traitements innovants sont chers. Pour vous donner une idée, le booster d'hormonothérapie dont on parle, c'est environ entre 2800 et 3000 euros par mois. Je vous ai dit, c'est 2 ans et demi de traitement en moyenne. Faites le calcul, c'est pas pour vous. Et cet anticorps conjugué va être proposé à près de 6500 euros par mois. Les thérapies ciblées qu'on trouve dans le cancer du poumon, c'est à peu près le même ordre. Les inhibiteurs, on n'en a pas parlé, dans certains cancers du sein dits héréditaires, qui ne représentent que 5% des cancers du sein, il y a aujourd'hui aussi des traitements qu'on prend par la bouche qui vont lutter contre un mécanisme très compliqué de suicide cellulaire, enfin qu'importe. Et là, c'est environ le même prix, c'est 5 000 euros par mois. Donc ce sont toutes les thérapies innovantes. Hein. On ne fixe pas les prix, hein. C'est pas nous qui les fixons, je vous rappelle, c'est le ministère. Donc ce n'est pas les laboratoires qui les fixent. C'est le ministère de la Santé. Donc après, c'est des procédures très compliquées, donc ne pensez pas non plus que les laboratoires tout puissants arrivent en disant on veut ce prix-là. Le prix il est fixé, ça s'appelle la commission de transparence, après la commission de transparence par la commission économique, et donc c'est un prix négocié entre le ministère et le laboratoire, mais on est dans cet ordre-là. Donc c'est quand même, je vous dis, c'est un vrai financement. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi conscient de ça. Les coûts ont explosé en termes de thérapeutique orale. Explosé. Alors, les patients et nous sommes souvent amenés à déplorer le fait que les médicaments qui ne sont plus utilisés ne sont pas repris par les pharmacies. Et je pense qu'il est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas de système de circuit de reconditionnement. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Et ça, c'est quand même des pertes qui sont quand même substantielles. Donc les pharmaciens ne sont pas autorisés légalement à reprendre les médicaments qui ne sont plus utilisés. Et je trouve qu'on devrait avoir un circuit de reconditionnement et de réutilisation. C'est ce qu'on appelle. Qu'est-ce qui explique le coût élevé de ces médicaments? C'est le fait de la rémunération de la recherche? Oui. Et puis, bon, de l'investissement. De l'investissement, et les laboratoires sont des entreprises qui ont une vocation mercantile, qui est respectable certainement, en tout cas à certains égards. Et après, c'est une négociation entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques, dont une partie est confidentielle parce que le prix d'affichage n'est pas forcément exactement le prix de revient pour la sécurité sociale, mais l'ordre de grandeur que vous avez le docteur Antoine est celui-là. Et au terme de négociations qui sont parfois préjudiciables pour l'accès aux médicaments, eh bien, un prix est arrêté et le médicament est disponible sur le comptoir des officiels. Mais la négociation peut être longue, on est parfois dans, disons, un an et demi d'attente. Alors parfois on a effectivement des autorisations temporaires d'utilisation qui sont en fait des situations d'attente qui, soit pour des raisons de négociation, soit pour des raisons de pharmacovigilance, où on nous demande d'avoir une vigilance particulière sur les effets indésirables.
Mais c'est beaucoup plus lourd administrativement, ça veut dire qu'il faut aller dans une pharmacie centrale, vous ne pouvez pas aller en officine, etc. C'est quand même des choses plus lourdes. Mais il faut quand même reconnaître qu'on a en France un accès assez précoce grâce à ce système d'autorisation temporaire d'utilisation. Très souvent, c'est simplement le délai entre l'enregistrement et le remboursement officiel et les résultats d'études qui ont montré vraiment que c'était un progrès significatif. Pour revenir au prix, oui, c'est extrêmement élevé. Il y a certainement une part d'investissement assez importante. Après, on est, entre guillemets, dans un système qu'on appelle le marché. Donc, voilà, et on peut le déplorer, on peut l'accepter, mais ce sont les lois du marché. Et donc, on ne peut absolument pas revenir dessus tant qu'on ne changera pas l'intégralité du système. Et ça, c'est aux politiques de décider, c'est pas aux médecins. Pour autant, oui, on l'a dit, toutes les industries pharmaceutiques aujourd'hui sont des industries, entre guillemets, commerciales, dirigées par des actionnaires. Et donc, il y a une rentabilité à tout prix à avoir sur ces médicaments, mais ça n'empêche pas que certains de ces médicaments ont donné vraiment des progrès significatifs. Alors, on peut déplorer qu'il y a plus de recherche académique indépendante. Et c'est vrai, il y en a plus. Il n'y a plus de recherche académique indépendante, ou presque. En tout cas, elle arrive bien en aval, pas en amont. Voilà, c'est un autre débat, on n'est pas là pour faire de la métapolitique, encore une fois, mais c'est complexe. Voilà. Mais à ce prix-là, ces médicaments apportent théoriquement un avantage très significatif. C'est-à-dire qu'on appelle ça pertinent. C'est pas juste... Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions dans les médias? Bien, merci. Vous avez passé aujourd'hui.